à tous et bienvenue dans Afterlife Labs. Netflix a investi 160 millions de dollars dans la production du film The Irishman. Jamais Netflix n'avait injecté une telle somme dans la production d'un film ou même de toute une saison de série. Cette super production a permis d'aligner un casting prestigieux avec Joey Pesci, Robert De Niro ou Al Pacino et a démontré que Netflix était capable de faire signer des réalisateurs aussi reconnus que Martin Scorsese. Et le film a été un succès fracassant. Lors de sa première semaine, 26 millions d'abonnés Netflix l'ont regardé, faisant de lui l'un des plus beaux démarrages de la plateforme. The Irishman est même aujourd'hui en lice dans 5 catégories aux Golden Globes. Mais comment en est-on arrivé là ? Comment une simple plateforme de streaming a réussi à convaincre l'un des plus grands réalisateurs à diffuser son film sur sa plateforme et donc à en priver les salles de cinéma ? Chronique d'une ascension en 10 dates majeures. La première date, c'est 1997. Tout commence cette année-là, lorsque 2 entrepreneurs décident de fonder Netflix en Californie. Le but de Netflix à l'époque, c'était d'offrir une plateforme de location de films en ligne. Le premier, c'est Mark Randolph. C'est un conseiller et investisseur de la Silicon Valley. Il a siégé au conseil d'administration de Netflix jusqu'à sa retraite en 2003. Et le second, qui est aussi le plus connu, c'est Reed Hastings. C'est le CEO actuel de Netflix et le visage de l'entreprise. Il est également très réputé pour son style de management rare, qui repose sur une confiance aveugle en ses collaborateurs. 1998, Netflix lance le premier site de location de films, Netflix.com, et à ses débuts, c'était, comme on l'a dit, uniquement un service de location de DVD basé sur un site web. Ça ne permettait évidemment pas de streamer du contenu. Les utilisateurs passaient leurs commandes en ligne et recevaient un DVD par la poste. Puis une fois le film regardé, il fallait simplement le renvoyer à Netflix. Les locations coûtaient 4 $, montant auquel il fallait ajouter des frais postaux de 2 $. 1999, Netflix lance un service d'abonnement. Parce que Netflix a parié très tôt sur un nouveau business model, l'abonnement mensuel. Pour une somme fixe, le site permet de louer des DVD de manière illimitée. Avec ce modèle, les utilisateurs pouvaient conserver les DVD aussi longtemps qu'ils le souhaitaient, mais ne pouvaient louer un nouveau film qu'après avoir rendu le précédent. Et les abonnements au forfait séduisent, mais il reste un obstacle de taille à franchir. Comment assurer la livraison en 24 heures du DVD commandé ? Pour y parvenir, Reed et ses logisticiens ont recours au big data et à l'analyse de la base géographique de leurs clients. Et oui, déjà à l'époque. Ils mettent au point un réseau d'entrepôts qui va évoluer de manière dynamique en fonction de l'évolution de leur base d'abonnés. Et grâce à cette méthode, Netflix a réussi à déterminer les lieux les plus optimaux pour ouvrir ses centres logistiques servant à envoyer et recevoir les DVD. 2002, l'introduction en bourse. En 2002, le service est en pleine croissance et compte 600 000 membres aux États-Unis. Netflix en profite pour réaliser sa première introduction en bourse, son IPO sur le Nasdaq, sous le symbole NFLX. La société émet 5,5 millions d'actions sur le marché au prix unitaire de 15 $ chacune. Et avec cette opération, Netflix va lever 82,5 millions de dollars. Et d'ailleurs, l'action a gagné 11% en clôture le premier jour de cotation. 2007, Netflix parie sur le streaming. Et oui, ce n'est qu'en 2007 que Netflix, persuadé que le streaming va prendre le dessus sur les DVD, que la société va introduire le streaming. À titre de comparaison, Google a lancé YouTube en 2005. On est donc au balbutiement de la diffusion en flux continu. Le streaming permet aux membres de regarder instantanément des émissions de télé, des films sur leur ordinateur, et ce modèle marque donc une rupture stratégique directe avec Blockbuster, le géant de l'époque de la location de films qui finira par déposer son bilan en 2010. D'ailleurs, 2010, c'est l'année où l'expansion internationale de Netflix va commencer. Le service est disponible sur mobile comme iPad, iPhone, sur des consoles comme la Nintendo Wii, ainsi que sur d'autres appareils connectés à Internet. Et la société va décider de conquérir de nouveaux marchés à l'international et a commencé par lancer son service au Canada d'abord. Netflix continuera à ouvrir des pays année après année jusqu'à être présent quasiment partout en 2016. 2013, la double casquette de producteur-diffuseur. Netflix produit et diffuse sur sa plateforme la série House of Cards. C'est la première fois qu'un service de VOD porte la double casquette de producteur-diffuseur pour une série aussi ambitieuse. Netflix a misé gros sur ce pari.
il aura fallu débourser un budget colossal de plus de 100 millions de dollars pour 2 saisons et 26 épisodes. Mais cela a permis d'aligner David Fincher à la réal et Kevin Spacey comme acteur principal. D'ailleurs, pour revenir au style de management de Reed Hastings, Reed Hastings a donné son feu vert pour cette série qui a quand même coûté 100 millions de dollars en 5 minutes, paraît-il, parce qu'il avait cette confiance aveugle en ses collaborateurs. Avec House of Cards, Netflix a montré au monde qu'elle pouvait attirer la crème du talent d'Hollywood sur sa plateforme. Et de surcroît, la série a été saluée par la critique et a rencontré un succès immédiat, faisant même office de contre-attaque à la série Game of Thrones de HBO, qui a été lancée 2 ans plus tôt. 2014, la montée en puissance de Netflix. Netflix est lancé dans 6 nouveaux pays en Europe, en Autriche, Belgique, France, Allemagne, Luxembourg et Suisse, et compte désormais plus de 50 millions de membres dans le monde. Netflix remporte également cette année-là 7 Emmy Awards créatifs pour ses séries phares House of Cards et Orange is the New Black. 2017, le premier Oscar, c'est la consécration pour Netflix. Disponible dans 190 pays, la société de production va enfin recevoir son tant attendu Oscar. Grâce à The White Helmets, Netflix décroche l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire. Aucun des casques blancs n'a cependant pu recevoir l'Oscar, car le département de la sécurité intérieure américain a refusé de leur octroyer un visa, mais bon, ça c'est une autre histoire. Avec plus de 100 millions d'abonnés payants, la dynamique du géant est lancée et sa stratégie validée. Narcos, Stranger Things, Master of None, d'autres séries made in Netflix trouvent leur public et permettent au groupe de séduire des millions d'abonnés trimestre après trimestre. 2019, les super productions. Le highlight de 2019 pour Netflix, c'est évidemment The Irishman. Nous en avons parlé dans l'introduction, mais il faut également préciser que le budget colossal attribué à ce film s'inscrit dans une stratégie plus large de production ultra agressive. Netflix brûle en effet un cash considérable. En 2019, la société a battu son record en dépensant 15 milliards dans la production de films, séries et documentaires. Ce faisant, Netflix étoffe son catalogue de programmes en vue de fidéliser ses abonnés payants et d'en conquérir de nouveaux, mais la société traîne à présent 20 milliards de dollars de dettes. Même si le retour sur dette, qu'on appelle érodé, de l'entreprise est intéressant car son nombre d'abonnés continue sans cesse de grimper. Mais d'un côté, Wall Street va commencer à mettre plus de pression sur l'entreprise, à revenir à l'équilibre et à être plus prudente dans sa gestion financière. De l'autre, la guerre des plateformes de streaming qui se profile sera sans aucun doute très gourmande en ressources financières. Comment Netflix est-il positionné dans cette course ? Ce sera le sujet du prochain épisode. À bientôt.